Le cliquetis des couverts sur la porcelaine était le seul son qui semblait réel. Tout le reste, le murmure discret des autres convives dans le restaurant, le jazz doux s'échappant des haut-parleurs dissimulés, le parfum beurré du pain provenant de la corbeille au centre de notre table, n'était qu'un bourdonnement lointain et étouffé. Mon monde s'était réduit à l'espace entre mon cœur et ma gorge, un espace qui me paraissait à la fois vide et horriblement oppressant. Ma belle-fille, Chloé, était toujours debout, sa flûte de champagne tenue en l'air. Une unique larme parfaite traçait son chemin sur sa joue, témoignant de son talent théâtral. Elle venait de prononcer le toast, le grand discours de clôture de son dîner de remise de diplôme, un dîner que j'avais payé, dans un restaurant que j'avais réservé, pour célébrer un diplôme que j'avais financé pendant 4 ans, à hauteur de plus de 160 000 $ prélevés directement sur les bénéfices de mon entreprise d'ébénisterie sur mesure, du fruit de mon propre labeur. Et surtout, avait-elle dit, sa voix tremblant d'une émotion feinte, je dois remercier mon père, mon vrai père. Elle marqua une pause, laissant le poids du mot « vrai » se répandre sur la table. Ma femme, Sarah, sa mère, me serra la cuisse sous la nappe. Ce n'était pas un geste de solidarité. C'était un avertissement. Ne réagis pas, ne fais pas de scène. J'avais ressenti cette pression apaisante de sa part des milliers de fois auparavant. Chloé continua, les yeux humides et fixés sur une image héroïque et lointaine d'un homme qui n'était pas là. Un homme qui n'avait pas été là pendant 99% de sa vie. Même s'il n'a pas pu être là ce soir, et même si nous avons été à des kilomètres l'un de l'autre, il a toujours été mon roc. Sa confiance en moi, son esprit, c'est ce qui m'a permis de tenir bon pendant mes longues nuits d'études. Savoir que je le rendais fier. Je t'aime, papa. Elle se tourna alors, son regard me balayant comme si j'étais un meuble, un élément du décor du restaurant. Elle remercia ses amis, ses camarades de sororité, 1 ou 2 professeurs. Et puis, alors que les applaudissements pour son père absent commençaient à s'éteindre, ses yeux finirent par se poser sur moi. C'était une idée après coup, un bout de ficelle qu'elle devait nouer. « Oh !» dit-elle, son sourire vacillant une fraction de seconde avant de redevenir éclatant et désinvolte. Et je tiens à remercier David aussi, bien sûr. Elle leva son verre dans ma direction, un mouvement rapide et négligent du poignet. Pour avoir aidé maman pendant toutes ces années. C'était super de t'avoir autour de nous. Avoir aidé maman. T'avoir autour de nous. Ces mots n'étaient pas un couteau. Un couteau est tranchant, net. C'était une lame de scie rouillée et émoussée, qui grinçait lentement à travers l'os et les nerfs. 21 ans de ma vie, de mon amour, de mon sacrifice, réduits à une note de bas de page. Je n'étais pas un père, pas même un beau-père. J'étais un accessoire de la vie de sa mère, un homme à tout faire, une commodité. La table éclata en applaudissements polis. Le frère de Sarah, Michael, me lança un regard compatissant et apitoyé de l'autre bout de la table. Sa mère me jeta un coup d'œil qui disait « Souris, David, pour le bien de Sarah ». Et c'est ce que je fis. Je levai mon propre verre, le cristal lourd me semblant étranger dans ma main calleuse. J'esquissais un sourire mince et exsangue qui n'atteignait pas mes yeux. Je forçai ma bouche à prononcer le mot « santé », mais aucun son ne sortit. Le goût du champagne coûteux que j'avais commandé pour la célébration se transforma en cendre sur ma langue. À l'intérieur, une fondation que j'avais passé 2 décennies à construire venait de s'écrouler en poussière, et je me tenais seul dans les décombres, l'homme le plus silencieux dans une pièce remplie de bruit. Je sentais les regards des autres invités, la légère gêne, le changement rapide de conversation pour masquer le cratère que Chloé venait de laisser au milieu de notre famille. J'avais 58 ans, et à ce moment précis, je me sentais totalement et complètement effacé. Le trajet en voiture jusqu'à la maison fut une étude du silence étouffant. Sarah n'arrêtait pas de tendre la main pour me tapoter le bras.
son toucher léger et hésitant, comme si j'étais un cheval effrayé. Le parfum de son parfum, une fragrance que j'aimais habituellement, me semblait écœurant, intrusif. « Elle ne voulait pas dire ça comme ça, David », finit-elle par dire, sa voix un murmure soigneusement construit. « Tu sais comment elle est émotive, et toute cette histoire avec son père, c'est une histoire qu'elle se raconte, un fantasme. Un fantasme qu'elle a choisi d'interpréter devant 2 douzaines de personnes, dis-je, ma propre voix plate et inconnue. Je gardais les yeux sur la route, sur les lignes blanches glissant rythmiquement sous les phares. Un fantasme qui a fait de moi l'aide de sa mère. « Oh, ne sois pas si dramatique », soupira-t-elle, et la défense fut instantanée. Un réflexe. Elle a 22 ans. Elle vient d'être diplômée. Elle était dépassée. Je ne répondis pas. Il n'y avait rien à dire. Chaque excuse qu'elle avançait était une pelletée de terre supplémentaire sur la tombe de mes sentiments. Nous entrâmes dans l'allée de la maison que je l'avais aidé à acheter il y a 15 ans, la maison que j'avais rénovée de fond en comble, la maison où j'avais élevé sa fille. Chloé avait pris une voiture à part avec ses amis, dans l'intention de poursuivre ses festivités en ville. J'étais sombrement reconnaissant de cette petite faveur. Je ne suis pas entré dans la maison avec Sarah. J'ai contourné la bâtisse, mes pas crissant sur le chemin de gravier qui menait à mon atelier. Ce grand garage aménagé était mon sanctuaire, le seul endroit qui m'appartienne vraiment. J'ai déverrouillé la porte massive et je suis entré, enveloppé par le parfum familier et pur de sûre, de teinture à bois et de laque. C'était l'odeur de la création, d'un but. Ce soir, c'était l'odeur du réconfort. J'ai allumé une simple lampe au plafond, éclairant l'îlot de cuisine à moitié terminé que je construisais pour un client. Le grain du plateau en noyer noir était une carte complexe et magnifique d'une vie vécue. J'ai passé ma main sur sa surface lisse et poncée. Mes mains ont toujours raconté mon histoire. Elles sont larges et épaisses, les articulations balafrées, les paumes calleuses en permanence après des décennies à manier le bois, à manier scie, marteau et ciseaux. Ce sont ces mains qui ont bâti cette entreprise, qui ont payé l'appareil dentaire de Chloé quand elle avait 13 ans, qui ont signé le chèque pour sa première voiture, une berline de 4 ans, sûre et fiable, le jour de ses 17 ans. Je me suis dirigé vers mon établi, encombré d'outils qui étaient le prolongement de mon propre corps. J'ai tout vu avec une clarté douloureuse, un diaporama de souvenirs projetés contre le bois sombre des murs. Je me suis rappelé ma rencontre avec Sarah. Elle était une mère célibataire d'une fillette timide de 7 ans, aux grands yeux méfiants. Chloé. Son père, Marc, l'avait quittée 6 mois auparavant, poursuivant un vague rêve de devenir musicien dans un autre état. Il avait promis d'envoyer de l'argent, de venir lui rendre visite. Il n'a fait ni l'un ni l'autre avec régularité. Pendant la première année, je n'étais que David, l'ami de maman. J'étais patient. Je n'ai jamais forcé les choses. J'ai réparé sa chaîne de vélo cassée. Je lui ai montré comment faire ricocher correctement un galet sur le ruisseau derrière notre maison. Je suis resté assis avec elle pendant des heures, l'aidant à construire un modèle du système solaire d'une complexité ridicule pour un projet scolaire, mes doigts, plus habitués à une scie circulaire, maladroits avec de minuscules planètes et de fins fils de fer. La présence de Marc était un fantôme qui hantait notre maison. Il appelait le jour de son anniversaire, sa voix tonnant d'une fausse bonhomie, promettant un cadeau extravagant tardif qui ne se matérialiserait jamais. Il apparaissait une fois tous les 1 ou 2 ans, un tourbillon de charisme et de perturbation. Il emmenait Chloé passer une journée à l'extérieur, lui achetait des choses chères et peu pratiques, et lui remplissait la tête d'histoires sur sa vie glamour et débridée. Il était le papa amusant, le papa excitant. Moi, j'étais celui qui s'assurait qu'elle mangeait ses légumes, qui vérifiait ses devoirs, qui la conduisait à l'entraînement de soccer sous une pluie battante un mardi soir. J'étais celui qui restait assis avec elle quand elle pleurait jusqu'à s'endormir après que Marc ait annulé une visite promise pour la 3e fois consécutive. Je me souviens du jour où cela a changé, ou du moins, c'est ce que je croyais. Elle avait 12 ans. J'avais passé tout le week-end à construire un bureau et une bibliothèque sur mesure pour sa chambre,
les teignant de sa nuance de bleu préféré. Elle est entrée quand j'ai eu fini, les yeux grands ouverts. Elle a passé sa main sur le bois, comme je l'avais fait quelques instants plus tôt avec le comptoir en noyer. « Waouh !» a-t-elle chuchoté. « Tu as fait ça pour moi ?» « Oui !» ai-je dit, le cœur gonflé. Elle a levé les yeux vers moi, un sourire sincère et spontané sur son visage. « Merci, papa. » C'était la première fois qu'elle m'appelait ainsi. Le mot m'a frappé avec la force d'un coup physique, une vague chaude et diffuse de joie pure. J'ai dû me détourner un instant pour me ressaisir. À ce moment-là, j'ai eu l'impression d'être enfin arrivé. Je n'aidais pas seulement Sarah. J'étais un père. Son père. Ce sentiment, ce souvenir, c'est ce qui m'a motivé pendant la décennie suivante. C'est ce à quoi je me suis accroché quand j'ai accepté des projets supplémentaires, travaillant 16 heures par jour pour payer les frais de scolarité de l'école secondaire privée que Sarah insistait pour que Chloé fréquente. C'est ce à quoi je pensais quand j'ai liquidé un portefeuille d'actions que j'avais constitué pour ma propre retraite afin de payer d'avance ces 2 premières années d'université. Les 2 dernières années ont été financées par l'entreprise, la saignant des bénéfices que j'aurais dû réinvestir. C'est pour ma fille, me disais-je. C'est un investissement dans son avenir. Mais lentement, subtilement, le sol s'était dérobé sous mes pieds. Au fur et à mesure que Chloé est devenue une adolescente, puis une jeune femme, le papa est devenu plus sporadique, pour finalement disparaître complètement, remplacé par David. C'est arrivé si progressivement que je l'ai à peine remarqué, ou peut-être ai-je choisi de ne pas le faire. Elle passait plus de temps au téléphone avec Marc, idolâtrant le mythe de l'artiste libre plutôt que la réalité de l'homme qui ponçait des armoires jusqu'à ce que ses doigts saignent. Je suis devenu la banque, le chauffeur, le bricoleur attitré. Mon rôle était défini par ma fonction. « Besoin d'argent pour un voyage pendant les vacances de printemps ?» demanda David. « La voiture a besoin de nouveaux pneus ?» David s'en chargera. « Besoin d'une oreille attentive pour te plaindre des difficultés d'une vie que je finance entièrement ?» J'étais censé fournir cela aussi. Et Sarah, ma Sarah, était devenue la grande facilitatrice. Elle essaie juste d'avoir une relation avec son père, David. C'est sain. Elle ne veut pas te prendre pour acquis, c'est juste comme ça, les enfants de nos jours. Son amour pour sa fille était un bandeau qu'elle portait volontiers, et elle s'attendait à ce que j'en porte un, moi aussi. Je me suis appuyé contre l'établi, l'acier froid d'un étau me pressant la hanche. Le toast n'était pas une trahison soudaine. C'était une confirmation. C'était Chloé, dans un moment de triomphe qu'elle croyait que je lui avais offert, me tendant un miroir et me montrant l'idiot que j'avais été. Elle n'avait pas simplement oublié de me remercier correctement. Elle avait délibérément, publiquement et cruellement défini ma place dans sa vie. Et c'était loin, très loin de la place que j'occupais dans mon propre cœur. Le pire était la réalisation glaçante qu'elle se sentait en droit d'agir ainsi. Dans son monde, mes contributions étaient attendues, mes sentiments insignifiants. J'étais simplement l'infrastructure de sa vie, aussi banale et nécessaire que la plomberie ou l'électricité. Et on ne remercie pas la plomberie. On ouvre simplement le robinet et on s'attend à ce que l'eau coule. Le lendemain matin, l'atmosphère dans la cuisine était lourde d'une gaieté forcée, plus épuisante qu'une colère honnête. Sarah s'affairait, préparant du café, fredonnant légèrement faux. Chloé est arrivée vers 10 heures, les yeux brillants et parfaitement insouciante, vêtue d'un de mes vieux pantalons de survêtement et d'un de ses pulls de l'université. « Bonjour » a-t-elle gazouillé, se versant un énorme verre de jus d'orange. Elle ne m'a pas regardé. Hier soir, c'était épique. On a fini dans ce nouvel endroit sur Walton Street. Trop cool. Sarah a placé une assiette de toast devant elle. « C'est bien, ma chérie. Tu t'es bien amusée ?»« Super bien, » a dit Chloé, la bouche pleine. « Je suis tellement contente que tout soit fini. Maintenant, je peux me concentrer sur le prochain chapitre. » J'étais assis à la table, sirotant une tasse de café noir, me sentant comme un fantôme à ma propre table de cuisine. Je n'avais pas dormi. J'avais passé la nuit dans l'atelier, somnolent dans mon vieux fauteuil, les événements du dîner se rejouant en boucle torturante.
À chaque fois, ces mots piquaient plus vivement. Aider maman. Chloé a fini son toast, s'est essuyé la bouche du revers de la main, puis m'a adressé son sourire complet et éclatant pour la première fois de la matinée. C'était le sourire qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Je l'avais vu 1000 fois. C'était une arme, et je m'étais toujours volontairement désarmé en sa présence. Alors, a-t-elle commencé, tirant une chaise et s'asseyant en face de moi, se penchant en avant d'un air conspirateur. J'ai une nouvelle incroyable. Tu ne vas pas le croire. Sarah planait dans les parages, le visage illuminé d'anticipation. Je savais, à ce moment précis, qu'elle était déjà complice. Elles en avaient discuté. Elles avaient planifié cette embuscade. J'ai été admise, a dit Chloé, les yeux pétillants, au programme de master, à la London School of Economics. Oh, ma chérie, c'est merveilleux, s'est exclamée Sarah en frappant dans ses mains. Je suis resté silencieux. J'ai gardé une expression neutre, mon regard fixe. La London School of Economics. Je pouvais déjà entendre la caisse enregistreuse dans ma tête enregistrer une somme qui faisait ressembler son diplôme de premier cycle à de l'argent de poche. C'est le cas, n'est-ce pas ? Rayonnait Chloé, son attention fixée sur moi. C'est le meilleur programme au monde dans mon domaine. C'est un rêve qui se réalise. J'ai déjà regardé des appartements à South Kensington et j'ai trouvé le studio parfait. C'est petit, mais l'emplacement est à tomber par terre. Elle a fait glisser une brochure sur la table vers moi, ainsi qu'une feuille de papier sur laquelle elle avait soigneusement imprimé un budget. Mes yeux ont parcouru les chiffres. Frais de scolarité, 42 000 livres sterling. Dépenses de subsistance estimées, y compris le loyer, la nourriture et les voyages pour un an, 38 000 livres sterling. Un total de 80 000 livres sterling. Au taux de change actuel, cela représentait un peu plus de 100 000 dollars américains pour la première année. Elle ne demandait pas. Elle informait. Toute la présentation reposait sur l'hypothèse tacite que je signerais simplement le chèque. Après avoir été publiquement rétrogradé au rôle d'assistant familial, on me présentait maintenant ma prochaine liste de tâches. Mon regard s'est détourné du papier vers son visage plein d'attente. Le vide dans ma poitrine de la nuit précédente avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose de froid, de dur et de lourd. C'était l'encre de la réalisation. C'était ça. C'était le moment où le schéma n'était plus une suspicion mais une certitude mathématique. Humiliation, suivie de droit acquis. Irrespect, suivi d'une demande. Ma valeur ne résidait pas dans mon amour, mes conseils ou ma présence. Elle résidait dans mon compte bancaire. Alors, a-t-elle dit, sa voix prenant un ton câlin et filial qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années. La première tranche des frais de scolarité est due dans 6 semaines. C'est 21 000 livres sterling. Je pensais qu'on pourrait simplement faire un virement de ton compte professionnel. C'est probablement le plus simple. Nous. Le mot planait dans l'air entre nous. Nous. Comme si nous étions une équipe. Comme si nous étions ensemble dans cette aventure. Mais ce n'était pas le cas. J'étais la mule, et elle était le cavalier, me fouettant vers une destination de son propre choix. J'ai regardé son visage, puis celui de Sarah. Ma femme souriait, un sourire fier et encourageant qui me poussait à dire oui, à être l'homme bon, le pourvoyeur, le héros. Elle était totalement inconsciente, ou volontairement ignorante, du profond manque de respect que j'avais subi à peine 12 heures plus tôt. Pour elle, les deux événements étaient totalement déconnectés. L'un était un léger hoquet émotionnel, l'autre, c'était l'avenir. L'avenir de sa fille. J'ai senti un étrange calme m'envahir. Ce n'était pas de la colère, c'était de la clarté. Toute une vie de compromis silencieux, d'avaler ma fierté, de me dire que c'était pour le bien de la famille, m'avait conduit à cet instant précis. La route était terminée. Il n'y avait plus d'autre direction possible qu'une direction différente. J'ai croisé les mains sur la table. J'ai pris une respiration lente et délibérée. La lutte intérieure, la guerre entre l'habitude d'une vie entière de dons et l'instinct naissant de survie, était terminée. Le respect de soi avait gagné.
Ce soir-là, je leur ai demandé à toutes les deux de me rejoindre dans le salon. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai lancé aucune convocation. J'ai simplement dit « Sarah, Chloé, auriez-vous quelques minutes à m'accorder ? J'aimerais discuter de quelque chose. » Chloé était sur son téléphone, envoyant des textos à toute vitesse, un rictus sur le visage. Elle était agacée de ce que je n'ai pas immédiatement sorti le chéquier ce matin-là. Sarah semblait nerveuse, sentant le changement d'atmosphère. Elles se sont assises en face de moi sur le canapé, un front uni et redoutable. Je me suis assis dans mon fauteuil, celui aux accoudoirs en cuir usé, celui qui s'était moulé à ma forme après des milliers d'heures passées à lire, à penser et à m'inquiéter. J'ai commencé calmement. « Chloé, tout d'abord, je voudrais te féliciter à nouveau pour ton diplôme. C'est une réalisation formidable, et tu as travaillé très dur pour l'obtenir. » Elle a fait un signe de tête bref et impatient. « Merci. Alors, à propos de Londres. »« J'y viens, » ai-je dit, levant une main. Ma voix était égale, mesurée. C'était la voix que j'utilisais avec mes clients lorsque nous discutions d'un projet complexe, une voix d'autorité tranquille. Hier soir, au dîner, tu as dit quelque chose de très clair et, je pense, de très honnête. Tu as tenu à remercier ton vrai père. Tu as dit qu'il était ton roc, ton inspiration. Et puis tu m'as remercié d'aider ta mère. Chloé a rougi d'un rouge profond et irrégulier. « Oh mon Dieu, on en revient à ça ? C'était un toast. J'étais ému. »« Laisse-le finir, » a dit Sarah, bien que son ton s'adressait plus à moi, un avertissement de ne pas aller trop loin. « Je n'en parle pas pour te punir, Chloé. » ai-je continué, mon regard fixé sur le sien. « J'en parle parce que j'y ai pensé toute la journée. Et j'ai décidé que tu avais raison. Tu as défini notre relation. Et je dois respecter cela. » Un silence confus est tombé sur la pièce. Chloé a échangé un regard perplexe avec sa mère. « Un père, » ai-je dit, espaçant mes mots avec soin, subvient aux besoins de ses enfants. Il investit dans leur avenir, il finance leurs études, il les aide à construire leur vie. C'est le rôle d'un père. Une personne qui aide, comme tu l'as si éloquemment dit, fait juste ça. Elle aide. C'est un rôle temporaire, de soutien. Et mon rôle pour t'aider dans ta formation est maintenant terminé. J'ai financé ta licence. J'en suis très fier. Je me suis tu, laissant les mots s'imprégner. La main de Sarah est allée à sa bouche. Donc, concernant ton master à Londres, ai-je dit, ma voix inébranlable, je pense que c'est une merveilleuse opportunité. Et c'est une opportunité dont tu devrais absolument discuter avec ton père. Ton vrai père. Je suis certain que lui, en tant que ton roc et ton inspiration, serait honoré et fier de faire cet investissement dans l'avenir de sa fille. Le silence qui a suivi était absolu. C'était comme si tout l'air avait été aspiré de la pièce. Le visage de Chloé est passé du rouge au blanc pâle choquant. Sa bouche s'ouvrait et se fermait silencieusement, comme un poisson. Sarah fut la première à retrouver sa voix. « David !» C'était un halètement, une supplication. « Tu ne peux pas être sérieux. »« Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie, » ai-je dit, ma voix toujours calme. « C'est une punition !» a finalement crié Chloé, retrouvant sa voix. Elle était empreinte d'indignation et d'incrédulité. « Tu fais ça pour me faire du mal à cause d'un toast stupide. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es mesquin. »« Ce n'est pas une punition, Chloé, » ai-je répondu, refusant de laisser sa rage provoquer la mienne. « C'est une conséquence. C'est une acceptation des termes que tu as toi-même définis pour notre relation. J'honore tes mots. Tu t'es levé devant notre famille et nos amis, et tu m'as défini comme un auxiliaire. Je reviens maintenant à ce rôle. Tu ne peux pas me rétrograder et ensuite me présenter la facture de ta vie. Ça ne marche pas comme ça. Tu sais que Marc n'a pas les moyens de ça, » s'est écriée Sarah, sa voix s'élevant avec panique. Tu sais qu'il ne peut pas. C'est cruel, David. Ce n'est pas l'homme que j'ai épousé.
L'homme que tu as épousé a passé 21 ans à être un père à tous les niveaux, sauf par le sang, ai-je dit, ma voix prenant finalement un ton dur qui lui est propre. Il a travaillé, il s'est sacrifié, et il a aimé ta fille comme la sienne. Et hier, cet homme a été publiquement congédié comme un homme à tout faire. L'homme que tu as épousé a enfin compris que son amour et son portefeuille sont deux choses différentes. Mon engagement envers toi, Sarah, et envers cette maison reste inchangé. Nous sommes partenaires. Mais mon rôle de bienfaiteur pour Chloé est terminé. C'est une adulte, une diplômée universitaire. Il est temps qu'elle construise sa vie avec le soutien de l'homme qu'elle appelle son vrai père. Le barrage a cédé. Les larmes ont coulé, mais c'étaient des larmes de fureur, pas de chagrin. Chloé s'est lancée dans une tirade, me traitant d'égoïste, de vindicatif et de cruel. Elle m'a accusé d'essayer de ruiner sa vie, de saboter ses rêves. Sarah a supplié, cajolé, puis accusé. Elle m'a dit que j'étais en train de déchirer la famille à cause d'un simple lapsus. J'ai résisté à la tempête. Je suis resté assis dans mon fauteuil et l'ai laissé déferler sur moi. Pour la première fois, leurs mots n'ont pas percé mon armure. Les insultes, la culpabilisation, tout cela n'était que du bruit. Car au plus profond de moi, sous la douleur et la tourmente, une petite flamme tranquille de respect de soi s'était allumée. Je n'étais plus une fonction. J'étais un homme. Et je ne me laisserais pas traiter comme moins que ça. Je leur ai dit que ma décision était définitive. Chloé est sortie de la maison en claquant la porte si fort qu'un cadre a tremblé sur le mur. Sarah m'a regardé fixement, les yeux remplis d'un mélange de colère et de trahison, avant de se retourner et de monter dans notre chambre. J'ai entendu notre porte se fermer avec un clic discret mais décidé. J'étais seul dans le salon, dans le silence du monde que je venais de défaire et de refaire. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai ressenti une lueur de paix. Les jours qui ont suivi ont été une guerre froide menée dans les tranchées de notre propre maison. Sarah et moi nous croisions comme des étrangers, ne nous parlant qu'en cas d'absolue nécessité. L'air était lourd de reproches non dits. Elle dormait dans la chambre d'amis. Tous les soirs, je l'entendais au téléphone avec Chloé, leur voix basse et conspiratrice, ponctuée de sanglots de colère venant de son côté de la ligne. J'étais désormais le méchant de leur histoire, le tyran insensible qui avait écrasé les rêves d'une jeune femme par pure méchanceté. Chloé a essayé toutes les tactiques de son arsenal. D'abord le barrage de SMS furieux, de longs pavés défilant détaillant comment je l'avais trahi et détruit son avenir. Quand je n'ai pas répondu, le ton a viré au chagrin blessé, des messages expliquant qu'elle n'avait jamais cru que je puisse être si cruel, qu'elle pensait que je l'aimais. Quand cela a échoué, l'arme finale, la plus prévisible, a été déployée, Marc. Mon téléphone a sonné un après-midi alors que j'étais dans l'atelier à fraiser le bord d'un devant de tiroir en érable. L'identification de l'appelant affichait un numéro inconnu avec un indicatif régional de Californie. J'ai répondu. « Dave, mon pote !» a tonné une voix, suintant une familiarité bon marché et imméritée. C'était Marc. En 21 ans, je lui avais parlé peut-être 5 fois. « Comment ça va, mon gars ?»« Bonjour, Marc, » ai-je dit, d'une voix neutre. J'ai éteint la défonceuse, le silence de l'atelier amplifiant la tension. « Écoute, Dave, j'entends des trucs dingues de la part de ma petite, » a-t-il dit, le ton jovial s'effritant déjà sur les bords. « Elle me dit que tu coupes les vivres pour son master. Ça ressemble à un malentendu, non ? Je lui ai dit, ton beau-père est un type bien, il ne te ferait pas ça comme ça. Il n'y a pas de malentendu, ai-je dit calmement. Chloé est une jeune femme brillante. Je suis sûr qu'elle a parfaitement expliqué la situation. Ouais, bon, un truc sur un toast ? Allons, mec, tu ne peux pas lui en vouloir pour quelques mots prononcés sous le coup de l'émotion. C'est juste une gamine. C'est toi l'adulte ici. Tu dois faire preuve de grandeur d'âme. L'hypocrisie était à couper au couteau. L'homme qui avait été un fantôme pendant toute son enfance me donnait des leçons sur la responsabilité adulte. Faire preuve de grandeur d'âme, Marc,
ce n'est pas la même chose qu'être un paillasson. J'ai été l'adulte pendant 21 ans. J'ai payé l'appareil dentaire, la voiture, l'école privée, le diplôme universitaire. J'ai assisté aux réunions parents-professeurs que tu as manquées et j'ai réparé les robinets qui fuyaient dont tu n'as jamais eu connaissance. Mon temps à être la personne la plus grande à ce titre est révolu. C'est ta fille. Elle t'appelle son vrai père. C'est ton occasion de te montrer à la hauteur et d'être cet homme pour elle. Il y a eu un crachotement à l'autre bout du fil. Attends une minute. Tu sais que je suis musicien. Je n'ai pas ce genre d'argent qui traîne. Ça a toujours été ton rayon. Mon rayon est maintenant fermé, ai-je dit. Les mots semblaient solides, réels. Ce fut un plaisir de te parler, Marc. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Les retombées ont été immédiates. Sarah m'a confronté ce soir-là, le visage pâle de rage. Tu as fait appeler Marc ? Tu l'as humilié ? Il m'a appelé, ai-je corrigé doucement. Et le seul qui devrait se sentir humilié, c'est lui, pour avoir dû demander à un autre homme de payer pour la vie de sa propre fille. Mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas ? Parce que lui, et Chloé, et même toi, Sarah, en êtes arrivés à me considérer comme une ressource, pas comme une personne. Nous avons fini par aller en thérapie de couple. Les premières séances ont été brutales. Sarah m'a dépeint comme mesquin et autoritaire, obsédé par une offense unique et insignifiante. J'ai expliqué mon point de vue, non pas avec colère, mais avec une tristesse profonde, qui me rongeait jusqu'à la moelle. J'ai raconté 2 décennies de petites blessures, d'être pris pour acquis, de mon amour mesuré à mon utilité. J'ai parlé du dîner non pas comme de la cause, mais comme du catalyseur, le moment où l'image s'est enfin précisée. Notre thérapeute, une femme sage dans la 60aine, a écouté patiemment. Elle a posé à Sarah une question qui a semblé tout changer. « Sarah, a-t-elle dit, imagine un instant que David ait eu une fille d'un précédent mariage, et que lors de son mariage, elle se lève et prononce un toast sincère à votre intention pour être une merveilleuse belle-mère, mais ignore complètement David, son propre père, qui est assis juste à côté de vous. Comment vous attendriez-vous à ce que David se sente ? » Sarah est restée silencieuse pendant un long moment. Je pouvais voir les rouages tourner, la perspective changer pour la première fois. Elle n'avait jamais essayé de voir les choses de mon point de vue. Ce soir-là, elle est retournée dans notre chambre. Ce n'était pas une solution, mais c'était un début. Pendant ce temps, la réalité commençait à rattraper Chloé. Le rêve londonien s'est évaporé. Elle n'avait pas d'économie, pas d'antécédent de crédit pour obtenir un prêt aussi important à elle seule, et son vrai père était, comme prévu, inutile. Elle a dû reporter son admission. Elle a été forcée de trouver un emploi, un véritable poste de marketing de premier échelon, de 9h à 5h, dont elle se plaignait constamment. Elle a dû louer un petit appartement miteux avec 2 colocataires à 1 heure de trajet de son bureau. Pour la première fois de sa vie, le robinet d'eau a été coupé et elle découvrait qu'elle ne coulait pas par magie. Je ne me suis pas réjoui. J'ai ressenti une profonde tristesse pour les difficultés auxquelles elle était confrontée, mais je savais que c'était une épreuve nécessaire. C'était le programme de la vie, un cours qu'on lui avait permis de sauter pendant bien trop longtemps. J'ai trouvé ma propre paix. J'ai réinvesti mon énergie en moi-même. J'ai commencé à prendre des week-ends de congé pour la première fois en 20 ans. J'ai pris l'argent que j'aurais dépensé pour son appartement à Londres et j'ai commencé un projet dont je rêvais depuis 10 ans. Construire un petit voilier en bois de 16 pieds de long à partir de 0 dans mon atelier. Le travail méticuleux de façonner la coque, de cintrer à la vapeur les membrures, de poncer les planches jusqu'à ce qu'elles brillent était une forme de méditation. Chaque planche que je posais me donnait l'impression de reprendre ma propre vie en main. Environ 1 an après le désastreux dîner de remise des diplômes, Chloé a appelé et a demandé si elle pouvait venir dîner dimanche. Sarah et moi avons accepté. Elle est arrivée différente. Plus mince, un peu fatiguée autour des yeux, mais il y avait une nouvelle maturité, une tranquillité qui n'existait pas auparavant.
Après que nous ayons mangé, pendant que nous débarrassions les assiettes, elle s'est tournée vers moi. « David, dit-elle, la voix basse, je voulais te dire que je suis désolée. » Je me suis arrêté, attendant. « Pour ce que j'ai dit à mon dîner de remise des diplômes, » continua-t-elle, sans tout à fait croiser mon regard. « C'était une chose stupide et égoïste à dire. J'essayais de tout ramener à moi, et je t'ai blessé. Je suis désolé. » Ce n'était pas l'excuse profonde et à cœur ouvert dont j'avais peut-être rêvé autrefois. C'était forcé, maladroit, et probablement répété. L'ancien moi se serait empressé de l'absoudre, de dire « ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas », et peut-être même proposé de l'aider à nouveau financièrement, juste pour arranger les choses, mais je n'étais pas l'ancien moi. « Merci Chloé, dis-je, et je le pensais. J'accepte tes excuses. » Je m'en suis tenu là. Je n'ai pas proposé d'annuler ma décision. La limite que j'avais construite n'était pas un mur de punition. C'était la base de mon propre respect de moi-même, et elle n'était pas à vendre. Nous avons parlé un peu plus longtemps. Elle m'a parlé de son travail, de ses difficultés avec son budget, d'une promotion qu'elle espérait obtenir. Elle se plaignait, mais en dessous, pour la première fois, j'ai entendu une note de fierté. Elle s'en sortait seule. C'était difficile, mais c'était à elle. La relation entre nous est différente maintenant. Elle est plus calme, plus prudente, mais elle est aussi plus honnête. Elle ne me voit plus comme un compte bancaire ambulant. Elle me voit comme David, un homme qui vit dans la maison avec sa mère, un homme qui doit être traité avec une certaine mesure de respect. Ce n'est pas le lien profond père-fille que j'ai autrefois convoité, mais c'est réel. Et peut-être que cela suffit. Le week-end dernier, j'ai enfin mis mon voilier à l'eau. Je l'ai appelé « la dignité ». Alors que je hisse la voile et que le vent la prend, me poussant vers le large, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Le soleil était chaud sur mon visage, l'eau clapotait doucement contre la coque que j'avais fabriquée de mes propres mains. J'avais appris la leçon la plus difficile de ma vie. On ne peut pas forcer quelqu'un à vous apprécier. On ne peut pas acheter son amour ou son respect. On ne peut que fixer le prix du sien et refuser de le vendre pour moins que sa valeur. Et en pleine mer, avec le rivage qui s'éloignait derrière moi, je me sentais riche.